Ça, c'est une belle question. Je vais partir sur mon expérience personnelle parce que je suis rentré dans le théâtre parce que j'étais au bord du suicide. Et pour moi, être dans le théâtre a été une thérapie. Et si le théâtre a été pour moi une thérapie, je le projette pour les autres. Le théâtre peut être une thérapie pour le spectateur qui le regarde. Donc, c'est un endroit où on plonge le spectateur à l'intérieur de lui-même pour qu'il vive la scène intérieure qu'il se fait du monde extérieur. Voilà. J'ai envie de dire que le théâtre m'aura tout appris et tout apporté. Dans le sens où j'ai arrêté mes études, ça peut paraître étonnant, en terminale où je n'ai fait qu'une semaine. Alors je me suis lancé comme ça dans une troupe. À partir de la troupe, il fallait s'inscrire dans une bibliothèque. À partir de la bibliothèque, il fallait faire des stages, bouquiner, lire des livres, et je me retrouve metteur en scène aujourd'hui grâce à ce léger fil que j'ai tenu, qui est celui du théâtre. Donc, il m'aura tout donné. Je peux pousser la chose loin. Mon épouse aujourd'hui, c'est une étudiante qui venait faire des recherches sur le théâtre contemporain, en Afrique, et on a des enfants aujourd'hui. Le théâtre m'a tout donné. Et qu'est-ce que j'apporte au théâtre? Je crois que je lui apporte toutes mes interrogations, les interrogations que j'ai sur la vie, sur mon rapport à l'autre, sans exclusive de race, de tribu ou de quoi que ce soit. Je parle souvent de la dramatique, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait le drame humain? Qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit, je ne sais pas, à Londres ou à Evodoula, qu'est-ce qui fait le problème de l'être sur la planète? En ramassant le temps, en réduisant l'espace, n'est-ce pas, dans la 3 dimensions d'une scène de théâtre, un homme peut se regarder en face et dire « oui, mon problème, le voici ». Et je crois que en déconstruisant les grands thèmes, qui sont les thèmes majeurs, à savoir l'amour, la passion, la détresse, le rapport à l'autre, je crois que nous aidons d'une façon ou d'une autre l'être humain à mieux se mettre en rapport à l'autre. Ça fait 17 ans que je suis revenu à cette problématique-là. Pourquoi? Parce qu'après avoir fait un certain nombre de temps dans le théâtre, je me suis rendu compte que voilà, tout ce qu'on explorait, c'était les grandes pièces classiques, Shakespeare, Molière et tout ça. Et chaque fois que des Africains arrivaient dans des grands festivals à l'extérieur, avec des pièces européennes, on pouvait avoir, par exemple, dans un festival, 2 Roméo et Juliette. Un Roméo et Juliette version africaine et un Roméo et Juliette version, je vais dire, anglaise. Mais la version anglaise, elle est beaucoup plus poignante. Pourquoi? Parce que c'est leur thème, parce que c'est leur auteur, parce que ce sont leurs problématiques et ils la reconstituent depuis 300 ans, depuis que Shakespeare est mort et que le théâtre du Globe reprend ces choses-là. Et nous, on apporte une pâle copie de ces représentations. Évidemment, ce ne sont pas nos thématiques. Évidemment, ce n'est même pas notre langue, la langue avec laquelle Shakespeare écrivait. Il faut la réétudier. Or, à quel moment entre la langue anglaise au Cameroun? Et on se dit, mais quel est l'endroit où je peux mieux me tenir pour faire du théâtre? Eh bien, l'endroit où je peux mieux me tenir pour faire du théâtre, c'est l'endroit de mes contes du village. Et l'épopée majeure, qui est l'épopée Ekan, qui est un texte fondateur, c'est-à-dire un texte qui ramène dans la conscience humaine la création du monde, la création des dieux et l'avènement de la vie, me semble être un thème sur lequel il faut se baser pour voir les problèmes de l'existence. J'ai souvent une citation que je donne aux comédiens, à savoir que c'est bien beau de citer la fameuse stance de Socrate. Homme, connais-toi toi-même et tu découvriras Dieu et l'univers. Mais nous, Africains, on connaît qui? Mais on connaît plutôt l'autre. Et si Dieu nous vient par la figure de l'autre, par rapport à cette même citation, on est perdu. Par rapport à cette même citation, on est perdu. Alors j'ai décidé de faire effectivement ce que la citation dit. Je rentre au village
pour mieux connaître ce que c'est que mon village, mes sources. Et peut-être à ce moment-là, je peux faire une projection sur l'environnement, l'univers et les dieux. Aujourd'hui, le Mvet, c'est son essence. Parce que dans le mot Mvet, quand on le décortique, il y a l'expression Avet qui veut dire s'élever. Donc le Mvet participe à ce qui est de l'élévation de l'homme. C'est-à-dire que l'élévation, dans le champ même de sa conscience, dans le champ de sa conception de la vie, dans le champ de son rapport à l'autre et de son rapport à l'environnement. Il suffit de lire une bonne épopée de manière, comment on dit ça, avec d'autres yeux pour comprendre qu'il y a un respect même de ce que c'est qu'une plante, un respect de ce que c'est que la pierre, un respect de ce que c'est que l'animal. Donc, les différents règnes sont considérés dans le Mvet. Où en sommes-nous aujourd'hui avec notre morale? On n'a qu'à regarder comment va la planète, on n'a qu'à regarder comment vont nos différentes sociétés pour se rendre compte que, ok, le Mvet aujourd'hui est fondamental pour nos sociétés. Fondamentalement, le Mvet le joueur de Mvet, je vais parler de lui, est un homme orchestre. L'homme orchestre, pourquoi? Parce qu'il sait jouer de son instrument. Il peut jouer des instruments d'accompagnement, à savoir les pots, à savoir communément appelés les bikpara, les castagnettes, les nias, tout ce qui va l'accompagner, il sait le jouer. Il demande même souvent comment est-ce que les autres doivent l'accompagner. Le joueur de Mvet écrit son épopée. À partir du moment où il connaît la généalogie du Mvet, à partir du moment où il en connaît la géographie et toute la mystique, il écrit ses épopées. Quand je dis les écrit, c'est-à-dire qu'il les agence dans sa mémoire. Le joueur de Mvet danse son épopée, c'est-à-dire qu'à un moment, il danse, il entre dans la transe de son récit. Le joueur de Mvet s'habille de façon à ce que quand quelqu'un qui sait lire l'habillement, donc la plastique, donc la vidéo, les arts plastiques, on sait pourquoi il s'est habillé de cette façon-là. Et donc, comment dans nos temps contemporains, on peut essayer de restituer ce qu'un seul individu faisait il y a de cela longtemps. Alors on convoque tous les différents médias qui renvoient à cela, à savoir le chant, la danse, la parole narrée et ensuite la plastique, les arts plastiques. Donc pour moi, c'est pour cela que j'ai pris toute cette équipe-là qui est constituée de ces différents médias pour essayer d'explorer le Mvet au travers de la thématique de Mvet Boyeno. Il y a beaucoup de gens qui parlent souvent de la thérapie du théâtre. Il y a une grosse expression qui est définie comme ça par les savants. On parle de la catharsis. La catharsis, je crois que c'est toute la vision aristotélicienne de la chose, qui dit qu'un spectateur qui s'assoit et qui regarde une représentation, n'est-ce pas, aboutit à une espèce de phase de purification de soi, parce que tout ce qui est projeté devant lui n'est autre que le schéma de représentation de son propre trauma. Et dans le mot trauma, ce qui est hyper intéressant dans le mot trauma, c'est que c'est un mot français qui a une base germaniste, c'est-à-dire que le rêve chez les Allemands, c'est Traum. Or, au Yonadangono, le grand maître, quand il va chercher le Mvet, il est dans un rêve. Et c'est dans ce rêve, justement, que la vérité sur la vie lui est révélée. Et nous, dans notre représentation, tout se passe aussi dans ce rêve. La grande question pour moi, c'est dans ce que nous prétendons être notre vie, vivons-nous ou rêvons-nous? Toute la grande question, elle est là. Parce que si nous sommes vivants, poserions-nous ces actes tels que nous les posons et où l'environnement, les sociétés sont en décadence? Non, je crois que nous sommes dans un cauchemar.
notre ami scénographe se révolte un peu par rapport à ça parce qu'il y a ce qu'on va appeler le schéma de conception de la vie que le capitalisme nous a édicté, à savoir qu'il faut tout gagner. C'est-à-dire que je vais à l'école pour être le meilleur, je vais travailler pour gagner de l'argent et tout ça. Personne ne s'est jamais posé la question, c'est quoi le service? Je rends service à qui? Pourquoi devoir gagner? Et personne ne s'est jamais posé la question, pourquoi gagner et pourquoi ne pas donner, justement? Ce sens du don, pourquoi l'a-t-on perdu? Toute la grande question est là. Pourquoi est-ce que je ne payerais pas, justement, de tout mon argent pour que l'humanité elle-même gagne quelque chose de plus? Et si c'était ça la destinée humaine? C'est-à-dire que l'être humain soit au service de l'autre. Imaginez-vous une société où tout le monde est au service de tout le monde. Voilà, j'en reste là. Ah ouais, ça c'est encore un autre schéma, c'est-à-dire que la projection. C'est-à-dire qu'il faut penser demain, comme si demain nous pense. Dans la conception de la définition même du temps, il n'existe qu'une seule chose, c'est le présent. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui et vous en train de me poser cette question. Et c'est à partir de ça, du défilement de toutes ces secondes qui sont en train de s'acheminer, qu'arrivera demain. Pour le moment, aucun des murs de Odni n'est fissuré. C'est déjà ça, ce qui est bien. Pour le moment, on est en train de répéter pour l'Invet. C'est déjà ce qui est bien. Dans 10 ans, qu'est-ce que sera Odni? Si je pars sur le présent actuel, je crois que Odni sera à son peut-être 100e projet, justement. Mais de ce qu'il va advenir, je ne peux le dire. Je n'ai pas envie d'être un prophète, mais ce que je sais, c'est qu'au jour le jour, on travaille et on continue à travailler pour que chaque être humain, et ça c'est fondamental, chaque être humain qui arrive ici se sent comme chaque fois interpellé par lui-même, par sa propre destinée, par ce qui fait de lui un être sur la planète.